Après des heures et des heures de recherche sur internet, sur des forums, tu t'es même retrouvé sur Reddit à regarder le contenu le plus qualitatif de la finance sur YouTube, tu t'es enfin décidé à investir en bourse. Tu as très vite compris que regarder les ratios PE, les ratios PS, les ratios de profitabilité d'une entreprise, passer des heures et des heures sur les comptes de résultats, c'était merci, mais non merci, très peu pour toi. Tu vas donc devenir un bon investisseur canapé, c'est-à-dire investir dans des ETF. Tu vas investir dans ces véhicules d'investissement diversifiés qui regroupent énormément de compagnies tous les mois ou tous les 3 mois et tu as une vision d'investissement sur le long terme. Là, tu te retrouves au pied de la montagne et tu continues de la gravir. Tu télécharges un courtier en ligne, tu regardes des tutos sur YouTube comment faire pour utiliser ce courtier en ligne. Tu vas même jusqu'à créer ton PEA si tu es en France métropolitaine avec un seul objectif en vue, indépendance financière. Déjà, mon ami, si tu as fait tout ça, tu es bien plus avancé que la plupart des individus autour de toi. Tu peux te mettre une petite tape sur l'épaule. Ouais, bah oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça, en effet, ouais, c'est un peu moi tout ça, tu vois, je suis comme ça, je vais au fond des choses. Armé maintenant de ton courage et avec cette petite boule au ventre, tu vas maintenant décider de ton allocation stratégique. En d'autres termes, quels sont les ETF que tu vas sélectionner et dans lesquels tu vas investir pour les années à venir. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas encore gagné et qu'il te reste l'Himalaya à gravir. QuantShares US Market Neutral Anti-Momentum Fund, Claymore CEF Goldman Sachs Connect ETN, Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking ETF, iPath S&P 500 VIX Short Term Futures ETN. Short Term Futures, oh bah oui, oh bah la stratégie d'investissement long terme là, le Short Term Futures, alors ça c'est tout moi. Oh là là, ah ça y est, ah là c'est sûr on part en vacances là. Bébé, tu prends les billets? Bref, tu l'auras compris, on te propose des centaines voire des milliers d'ETF avec des frais complètement différents annoncés de manière différente, des expositions qui changent complètement en fonction du nom, des noms dont tu comprends rien du tout, des performances différentes, des tailles d'ETF différents avec un historique différent, certains ETF créés il y a 1 an et d'autres créés il y a plus de 10 ans, tu sais pas du tout où te retrouver là-dedans. Le but de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre tout simplement comment analyser un ETF, ce qui est un bon ETF et ce qui ne l'est pas. J'espère que ça t'aidera. J'ai une petite surprise pour toi dans la description. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher tous les ETF de la place. J'ai sélectionné les moins chers en fonction de leur exposition et je les ai regroupés dans un document Excel. Il est complètement gratuit, tu peux le télécharger, il est en bas dans la description. Le but pour moi, c'est juste de t'aider et te sauver des heures et des heures et des heures de boulot. J'ai choisi les stratégies d'investissement les plus simples et les ETF ont été sélectionnés selon 3 critères bien distincts, leur exposition, leurs frais et leur performance passée. Petite surprise dans la surprise, tu trouveras également dans cet Excel un onglet avec tous les trackers qui sont verts qui vont te permettre de faire des investissements éthiques et durables pour pouvoir bien dormir et gagner de l'argent sur ton oreiller. Bien entendu, la stratégie d'investissement de ton portefeuille, c'est bien sûr toi qui vas la déterminer, donc tu peux regarder ces trackers, sélectionner ton type préféré Mathéo, viens ici, j'ai acheté des sucettes pour toi. ou alors bien entendu enlever celui que tu n'aimes pas. Kevin, viens là, t'arrêtes d'embêter ton frère, ok? Mathéo, il a rien fait. Si jamais tu apprends quoi que ce soit dans cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce en l'air et pas sur le côté, ce serait con que je te prenne en stop en plein milieu de notre débat ETF. Ok Yannou, ouais, pouce en l'air. Ouh, elle est cool ta vanne, hein? Bien, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, Exchange Traded Funds, également appelé Tracker, est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier à la hausse comme à la baisse. Un ETF, c'est donc ce grand panier d'entreprises qui va te permettre de t'exposer à une économie, un secteur ou une thématique bien particulière. Petite parenthèse, si tu ne sais pas si tu dois investir dans des ETF ou tout simplement sélectionner tes actions, c'est-à-dire la différence entre un investisseur actif et un investisseur passif, je peux te recommander d'aller voir notre dernière vidéo où on a déjà traité le sujet, tu apprendras toutes les bases dessus et tu vas pouvoir décider de ce que tu préfères et de comment investir ton argent en bourse. Bref, le premier chapitre de ton histoire d'amour entre toi et les ETF, c'est donc de comprendre tous les types d'ETF qu'il existe et quelle sera ton exposition si tu investis dans tel ou tel ETF. Passons donc à tous les types d'ETF qu'il existe sur les marchés
financiers. Le premier et le plus connu des types des ETF, c'est tout simplement les ETF qui te donnent une exposition aux indices mondiaux, c'est-à-dire qu'ils vont traquer, ils vont reproduire la performance des plus grands indices. Tu peux par exemple investir dans des ETF qui vont te donner la performance du CAC 40 pour t'exposer à l'économie française ou du S&P 500 pour t'exposer à l'économie américaine. Le second type d'ETF qui est extrêmement connu également, c'est ceux qui te permettent de t'exposer à certaines stratégies bien particulières en fonction des secteurs d'activité des entreprises ou de leurs thématiques. Les secteurs d'activité, c'est la finance, c'est l'énergie, c'est la technologie. Les thématiques, ça va être les énergies renouvelables, le traitement des déchets, le traitement de l'eau ou l'intelligence artificielle, par exemple. Il existe des ETF pour les marchés actions et les marchés obligations. Dans cette vidéo, on va juste traiter des marchés actions qui sont les plus performants sur le long terme. Le marché obligataire, aujourd'hui par exemple en Europe, il y a certaines personnes qui investissent, qui mettent de l'argent dans ces obligations pour une durée d'investissement de 5 ans. Et en fait, ces gens-là, ils placent leur argent à un rendement négatif puisque le taux d'intérêt, le retour sur les obligations à 5 ans en Europe, il est négatif de moins 0,6%. Donc ici, on va uniquement traiter le marché action. Revenons à nos types d'ETF. Les professionnels de la finance ont bien compris que les ETF attiraient le grand public grâce à leur diversification et ont donc créé des ETF qui te permettent de t'exposer à tout et n'importe quoi. On va notamment voir l'immobilier, les matières premières, les crypto-monnaies et les fonds monétaires. Ça, ce sont les types d'ETF les plus corrects et les plus normaux entre guillemets. Mais on a aussi des ETF qui sont par exemple hedgés ou alors avec un effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des coûts extrêmement importants et ils vont te donner un retour 2 ou 3 fois plus important que les marchés financiers. Si le marché financier aujourd'hui fait plus 1%, tu gagneras plus 3%. À l'inverse, si le marché financier baisse de 1%, tu feras moins 3%. Ces ETF sont de nature extrêmement spéculative, donc on va même pas rentrer dans le sujet aujourd'hui. Voilà, maintenant que tu connais à peu près les types d'ETF qu'on a sur la place, il faut aussi savoir qu'il y a de la gestion passive et de la gestion active au sein même des ETF. Il y a des ETF qui ont donc un portfolio manager, c'est-à-dire une personne qui va décider à quel moment vendre les entreprises dans l'ETF, le panier d'actions, ou tout simplement en racheter une autre s'il pense que le prix est suffisamment bas. Bien entendu, les frais de ces ETF seront beaucoup plus importants. Il va bien falloir rémunérer la personne qui travaille pour investir ou tout simplement vendre les entreprises qui sont dans l'ETF. Bien, maintenant que vous avez une vue d'ensemble globale des différents types d'ETF, en tout cas les plus importants, parce que bon, il est vrai qu'il y en a tellement de tous les types, il y a des centaines qui sont créés tous les ans, on ne va pas commencer à discuter de chacun des ETF, mais on va discuter où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces ETF et surtout comparer leurs performances. Vous allez donc vouloir aller sur des sites qui répertorient tous les ETF. Je peux notamment vous citer Cantalis, SICAV Online, Morningstar ou tout simplement les sites officiels des émetteurs, c'est-à-dire les maisons de gestion qui mettent en place et gèrent ces ETF. En France, les plus connus sont Amundi et Lyxor et aux États-Unis, on a BlackRock avec iShares et Vanguard. En général, il est conseillé d'aller chercher des ETF chez des émetteurs de qualité. Vous savez que d'ici 10, 15, 20 ans, ils seront probablement encore là. Je vous montrerai un exemple sur un de ces sites à la fin de la vidéo. C'est important pour moi que vous compreniez bien quels frais et à quoi ça correspond. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, parlons des 5 erreurs que la plupart des débutants et même les gens qui sont avancés en bourse font avec les ETF. La plus grosse erreur que vous pouvez faire quand vous investissez dans un ETF, c'est d'investir dans l'ETF du moment. C'est-à-dire que vous allez entendre parler d'un ETF qui est monté de 150, 200% les 3 ou 6 derniers mois et bien entendu, ça va vous donner envie d'investir dedans, ce qu'on appelle FOMO en anglais, Fear of Missing Out. Le problème de cette stratégie-là, c'est que lorsque vous en entendez parler, les cours sont extrêmement élevés. La bourse, c'est comme un élastique. Si vous le tirez hyper fort, forcément, il va vous revenir dans la tête encore plus vite et encore plus rapidement et c'est en général ce qu'il se passe. Si vous avez vu un run incroyable de 100, 150, 200%, il est fort probable que cet ETF se corrige sur le court terme. Ça ne signifie pas que l'ETF est un mauvais investissement, c'est simplement qu'il a de grandes chances de se corriger dans les 3, 6, 12 prochains mois et que vous pourrez probablement l'avoir au meilleur prix. Une courbe parabolique sur un ETF ou sur une action en bourse, c'est toujours beaucoup plus dangereux. Prenons l'exemple d'un ETF extrêmement sain, VHT, qui va vous permettre de vous exposer à l'industrie de la santé aux États-Unis,
qui a une courbe magnifique, linéaire. C'est exactement le type de courbe que vous allez vouloir rechercher dans vos investissements, dans vos ETF. Ici, vous le voyez bien, on n'a pas de grosse correction sur l'ETF. Il n'est pas extrêmement volatile. Il a une bonne performance à peu près tous les 2-3 ans. Et vous savez que si vous investissez dedans aujourd'hui, il y a une très forte probabilité que vous ayez gagné de l'argent dans 3, 5, 10, 15, 20 ans en fonction de votre stratégie d'investissement et de votre horizon d'investissement. La deuxième grosse erreur que vous pouvez faire en bourse, c'est de penser que deux ETF qui ont quasiment le même nom sont égaux. Si on prend l'exemple du HSBC MSCI China UCITS, il a connu une performance en 2020 de plus de 17%, tandis que son contrepartie Amundi MSCI China UCITS a fait une performance négative de moins 9%. Deux trackers qui ont le même nom n'ont pas forcément la même allocation stratégique, les mêmes frais et n'auront donc pas les mêmes performances. Deux trackers avec le même nom ne sont tout simplement pas égaux. Il faut aller regarder les sous-jacents, c'est-à-dire les entreprises dans lesquelles le tracker investit pour comprendre quel type de performance vous pourrez obtenir dans le futur. Troisième erreur que font la plupart des débutants, acheter un tracker qu'ils ne comprennent pas. Si déjà dans le nom du tracker il y a marqué Edge ou qu'il y a marqué effet de levier et que vous ne comprenez pas exactement comment ça fonctionne, tout simplement n'investissez pas dedans. C'est pas comme ça que vous ferez de l'argent en bourse. Investissez toujours dans des produits que vous comprenez extrêmement bien. La quatrième erreur qu'on voit dans la gestion des ETF dans un portefeuille, c'est les personnes qui ne veulent pas investir dans un ETF si le cours de l'action est monté en bourse, c'est-à-dire ils ne veulent pas moyenner leur coût à la hausse, ou alors, encore pire, les personnes qui ne veulent pas moyenner leur coût à la baisse, ils voient le prix du tracker ou la performance du tracker qui est négative pendant une période assez court terme, 6 mois, 1 an ou 2 ans, et ils se disent que c'est une mauvaise stratégie d'investissement et donc ils ne moyennent pas à la baisse ou encore pire, ils vendent lorsque les actions sont bon marché et que c'est le moment d'acheter. Pour éviter ce biais comportemental, il existe une stratégie d'investissement qui est la stratégie de moyenner les coûts. Vous allez mettre la même somme d'investissement dans votre stratégie tous les mois ou tous les 3 mois et vous allez obtenir un retour moyen de vos ETF, de vos trackers, peu importe s'ils montent ou ils descendent. De toute manière, vous devez être investi sur une stratégie d'investissement long terme avec les ETF. Notre dernière erreur à éviter, et pour moi c'est la règle d'or en finance ou dans les investissements, c'est de ne pas avoir de cash de côté pour profiter d'une correction. Une grande partie des gens qui investissent dans les ETF comprennent que c'est des investissements diversifiés, mais donc ils associent ETF à impossibilité de voir une correction, c'est-à-dire retour négatif. Impossible, ça ne va jamais tomber. Les ETF peuvent se corriger de 10, 15, 20, 25, 30, 40% même, et donc voir leur cours diminuer de 40%. C'est ce qu'on appelle un crash ou une correction en finance et ils sont très fréquents. C'est pour ça que vous devez toujours d'avoir au moins 10% de cash pour profiter de ces opportunités d'investissement. Encore une fois, quand il y a des crashs en finance ou des corrections, c'est une bonne chose. Vous allez pouvoir acheter les actions, les ETF que vous aimez à des prix beaucoup moins chers. Si on est à des niveaux de marché normaux, ce que je peux vous recommander, c'est au moins 10% de cash de votre portefeuille. Et si on est à des niveaux records comme on est en ce moment, au moment où je filme cette vidéo en juin 2021, pour moi, c'est minimum 20% de cash et je vais jusqu'à même 30%. Si les marchés continuent de monter, j'ai déjà 70% d'investis, je continue de faire de l'argent sur mes investissements. Et si les marchés se corrigent et deviennent beaucoup moins chers, je peux injecter mon cash, je me place tout simplement dans une position de force et quoi qu'il arrive, si les marchés montent ou ils descendent, je serai gagnant sur le long terme. Petite récapitulative des 5 erreurs à éviter, bien sûr. Investir dans l'ETF tendance du moment qui a déjà pris 150-200%. Merci, mais non merci. Deux ETF qui ont le même nom ne sont pas forcément égaux en termes de performance. Il faut aller regarder un peu plus loin. N'achetez jamais quelque chose que vous ne comprenez pas, tout simplement. Moyennez vos coûts à la hausse ou à la baisse est quelque chose de sain. Et finalement, toujours avoir du cash de côté. C'est extrêmement important en bourse. Bon Yannou, c'est bien beau tout ça, mais tu veux pas déjà me dire comment on choisit entre un ETF A et un ETF B? Ok. Donc on s'y met. Comment est-ce que vous allez choisir vos ETF? Le premier critère et le plus important, c'est les frais. Il y a des dizaines et des dizaines de recherches qui prouvent que la gestion passive bat la gestion active sur le long terme 4 fois sur 5.
Tout simplement parce que les frais sont moins importants et que les professionnels de la finance n'arrivent pas à battre les indices de référence, le CAC 40, le S&P 500, et ont des retours qui sont tout simplement moins bons à cause de frais trop importants. Votre premier critère, c'est donc un ETF pas cher avec très peu de frais. En général, les ETF ont des frais entre 0,1 et 1%. Vous allez vouloir être dans la fourchette entre 0,1 et 0,3% de frais. Vous pouvez pousser un petit peu plus loin sur une thématique que vous aimez bien, mais vous devez rester en dessous de 1% de frais. Votre second critère de sélection, c'est bien sûr si l'exposition de l'ETF que vous choisissez, il correspond à votre stratégie d'allocation. Vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, il vous faudra donc des trackers qui vous exposent à différentes économies et à différents secteurs d'activité. Ensuite, bien sûr, vous allez vouloir regarder les performances passées, même si attention en finance, les performances passées ne présagent pas des performances futures, vous l'avez déjà entendu. Finalement, vous allez regarder si l'émetteur est de qualité. Bien sûr, moi je préfère les Lyxor, les Amundi, les iShares et les Vanguard. Et au final, votre dernier critère, c'est la liquidité. S'il y a beaucoup d'actifs sur l'ETF, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dedans. C'est donc que l'ETF est très liquide. Vous allez donc vouloir regarder qu'il y ait suffisamment de liquidité sur l'ETF. Pour vous donner une ordre d'idée, moi je regarde qu'il y ait au moins entre 300 à 500 millions d'euros d'actifs sur le fonds. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, passons directement sur Internet pour voir quelques exemples. On va voir le vocabulaire financier, à quoi est-ce que toutes les indications correspondent et comment est-ce que je vais regarder pour obtenir les meilleurs ETF sur le marché. C'est parti! Bien, alors regardons ensemble des ETF. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis directement sur le site des émetteurs. On va donc aller regarder Vanguard en anglais, Lyxor en français et rapidement Cantalis. Alors passons directement sur Vanguard qui va donc être en anglais. Je suis allé voir le Vanguard Healthcare ETF dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors, on va voir donc le Product Summary, c'est-à-dire le résumé du produit. Celui-ci, il aura donc un benchmark, un indice de référence qui sera donc le secteur de la santé. Ici, vous avez donc la catégorie, l'asset class, donc c'est des stocks dans le secteur de la santé. Le ticker, il va s'appeler donc VHT.IV. L'expense ratio ici de 0,10%, c'est donc votre critère le plus important, c'est les frais que vous allez payer pour obtenir les performances de cet ETF. 0,10%, c'est très faible, on y reviendra un peu plus tard. L'expense ratio s'appelle aussi Total Expense Ratio, TER, ou en français frais courants ou TFE, total des frais sur en cours. Ils adorent mettre des noms différents, mais ça veut dire la même chose. Donc on a le profil risque qui est à 5, ensuite les performances, et là on voit bien vraiment que les performances de ce tracker sont extrêmement bonnes. 10 000 $ en 2011 se sont transformés en 42 586, soit 426% de performance. Vous avez ici les performances du portefeuille par sous-secteur dans bien sûr le secteur de la santé. Les caractéristiques, le nombre d'entreprises dans le portefeuille sont de 505. Il y a donc 505 entreprises. Fund Total Net Assets, c'est le nombre d'argent ou d'encours qu'il y a sur l'ETF. C'est ici de 17 milliards. Et on voit qu'il est assez concentré puisque les 10 plus grandes entreprises de l'ETF représentent 41% du portefeuille total. On a la description ici, donc Johnson & Johnson, United Health Group, Pfizer, les grandes entreprises de la santé américaines en d'autres termes. Ce qu'on peut faire rapidement, c'est qu'on peut aller regarder le prix et les performances. Ce qui est très intéressant sur ce tracker, c'est que par exemple, on voit les performances ici, on peut ajouter le S&P 500 et on voit que en fait, tout simplement, le fonds a surperformé les performances du S&P 500, qui est un des meilleurs indices sur les 20 dernières années, ce qui est quand même assez impressionnant. La dernière chose qu'on peut aller regarder, c'est bien sûr les frais. Et les frais donc, sont de 0,10%. La moyenne des autres ETF dans cette catégorie, dans le secteur de la santé, c'est quasiment plus de 1%. Donc on voit bien qu'il est 10 fois moins cher. 0,10%, c'est vraiment le moins cher que vous allez pouvoir payer sur le marché. Ici, un investissement de 10 000 $ pendant 10 ans vous aurait coûté 236 $, comparé à plus de 2 000 $ sur d'autres ETF qui auraient des frais de 1% sur tout simplement votre investissement. Voilà, donc ça c'était Vanguard assez rapidement. Passons maintenant à Lyxor qui sera dénominé donc
en français. On va analyser le Lyxor PEA S&P 500. Donc la dernière NAV c'est donc Net Asset Value ou VAN en français, valeur des actifs net. Donc vous allez acheter une part à 29,3584 euros. Les encours sous gestion sont de 82 millions. Il y a donc beaucoup moins d'encours sous gestion que le Vanguard Healthcare ETF qui était dénominé en milliards. L'ISIN, c'est le code de référence de votre tracker pour aller le chercher sur d'autres sites internet. La performance depuis le 1er janvier 2021 de plus 14%. Le TFE, c'est donc nos frais courants ou le Total Expense Ratio de 0,15%, ce qui est ici aussi très faible. Et ensuite, la politique de distribution, il y en a deux qui sont possibles sur les ETF. C'est soit distribuant, soit capitalisant. Distribuant signifie que les dividendes que vous allez obtenir vont être reversés directement sur votre courtier en ligne, ou ça peut aussi être capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes que vous allez recevoir de votre ETF vont être directement réinvestis, ce qui est parfait pour une stratégie d'investissement extrêmement long terme, puisque vous n'avez pas à le faire par vous-même. Votre ETF va automatiquement vous racheter des parts grâce aux dividendes que vous allez toucher. Ici sur la droite, vous trouverez donc tous les documents techniques que vous pouvez analyser si vous en avez le courage. L'objectif d'investissement, ici Lyxor PEA S&P 500, c'est donc un ETF qui va traquer les performances du S&P 500. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en bourse, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on peut inclure un Lyxor S&P 500 dans notre PEA? Un PEA, on se rappelle, il faut minimum 75% d'investissement en Europe et un S&P 500 n'est qu'exposé à l'économie américaine, donc ça n'a aucun sens. En fait, ce qu'ont fait les professionnels de la finance, c'est qu'ils ont créé donc des trackers synthétiques qui vont utiliser des swaps. En fait, là sur votre tracker, les vraies positions que vous allez acheter si vous investissez dans ce tracker, c'est des positions européennes. Vous avez Hayden, Airbus, Amadeus, SAP AG. Et en fait, ensuite, ils vont utiliser des swaps. Donc, ce que fait Lyxor, c'est qu'ils achètent des entreprises européennes. Ils vont aller voir BlackRock, par exemple. Ils vont dire, on fait un swap. Vous allez acheter des entreprises américaines, mais vous allez nous donner les performances. Et en échange, on va acheter des entreprises européennes et on va vous donner les performances des entreprises européennes. On le voit bien ici dans les caractéristiques principales du fonds, puisque la méthode de réplication, elle est indirecte via un swap. Donc, vous obtenez bien les performances du S&P 500, ce qui vous permet de vous exposer à l'économie américaine et d'investir, entre guillemets, aux États-Unis, même en étant inclus dans un PEA. Bref, revenons à notre tracker ici. On a donc des très belles performances également, avec tout de même des périodes de baisse sur le court terme. Il y a toujours des périodes baissières en bourse. Sur le long terme, une belle courbe ascendante qui vous donnera tout simplement de très belles performances. On voit ici la crise du Covid avec tout simplement une grosse descente en mars 2020 et ensuite un gros rebond qui montre bien le bull run dans lequel on est en ce moment. Ici, on a donc un tracker assez classique. Vous allez obtenir les performances du S&P 500, le TFE ou les frais courants ou le Total Expense Ratio est relativement faible. On est assez liquide même si ce n'est pas très liquide. Certes, mais ce tracker vous permet d'inclure dans votre PEA une exposition à l'économie américaine. Donc ça reste un très bon investissement sur le long terme. Et je vais vous montrer juste Cantalis avec Mirova Europe Environmental. Mirova qui est le leader de l'investissement durable en France et même en Europe. Ici vous avez donc un très bon fonds. Alors ça c'est un fonds actif, c'est géré par un gestionnaire qui va donc vendre les entreprises quand elles sont trop chères ou quand le gestionnaire pense qu'elles sont trop chères et en acheter quand elles sont peu chères. Ce fonds se concentre uniquement sur des entreprises qui sont durables et éthiques et il a de très très belles performances. On les voit ici puisque déjà presque 7% depuis le 1er janvier et plus de 88% sur les 5 dernières années. On voit une performance en 2020 de quasiment 25%, en 2019 de 32%. Donc très belle tendance pour ce fonds qui est extrêmement bien géré. Par contre, c'est un fonds passif. Vous aurez donc des frais beaucoup plus importants et on se rappelle c'est notre premier critère d'investissement. Les frais courants sont de 1% par an et il y a même des frais de surperformance. Alors les frais de surperformance, qu'est-ce que c'est? Ce sont des frais que vont vous appliquer la maison de gestion si leur fonds bat l'indice de référence. Alors ici, quel est l'indice de référence? On l'a là, indice de référence MSCI Europe. Donc si ce fonds-là, il bat les performances du MSCI Europe,
par exemple le MSCI Europe a une performance en 2021 de 10% et que ce fonds fait 20%, eh bien ils vous poseront des frais sur la différence entre les deux. C'est-à-dire ils vont vous mettre par exemple 20% de frais supplémentaires sur la performance positive entre l'indice de référence et le fonds, ici donc 10%. Voilà, donc c'est quelque chose à garder en tête qu'il existe des frais de surperformance pour la plupart des fonds actifs et que c'est important de savoir à quoi ils correspondent. Bien sûr, les frais de sous-performance n'existent pas en finance. Si vous achetez un fonds qui est géré activement et que tout simplement le gestionnaire fait moins bien que l'indice de référence, il ne va pas vous dire eh bien vos frais courants n'existent pas cette année puisque j'ai mal fait mon travail. Non, 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 vous allez quand même payer les frais courants, il n'y aura juste pas de frais de surperformance. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir analyser des trackers. Vous allez surtout vouloir regarder les frais, les performances passées, la liquidité et si ça correspond bien sûr à votre exposition globale, à votre stratégie d'investissement. Petit disclaimer sur les ETF, ce sont des véhicules d'investissement faits pour les investisseurs long terme. Vous allez être diversifié et vous aurez des performances moyennes de tout ce qu'il y a dans vos ETF. Ce ne sont donc pas des véhicules spéculatifs où vous pouvez faire x2 ou x3 en 3 semaines. Ce n'est pas du tout comme les crypto-monnaies par exemple, mais ça a aussi beaucoup moins de volatilité. Il y aura aussi des périodes baissières. En bourse, il y a toujours des périodes baissières et des périodes haussières. Et il faut bien comprendre que c'est durant ces périodes-là, les périodes baissières, où vous allez vouloir racheter des actions à des prix plus bas avant les prochaines périodes haussières. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce petit document dans la description. Donc vous pouvez l'ouvrir, vous verrez donc le start ici. En page 1, vous aurez toutes les expositions en fonction de la zone géographique. La page 2 sera beaucoup plus centrée thématique ou secteur d'activité. La page 3 sera des propositions de portefeuille et vous avez aussi une page d'investissement éthique pour ceux qui veulent faire des investissements durables et éthiques en bourse. Je vous ai mis bien sûr l'éligibilité PEA pour chacun des trackers. Ce sont les trackers qui sont tout simplement les meilleurs sur le marché en termes de frais et d'exposition. Donc voilà, je vous laisse construire votre stratégie d'investissement à partir de ça si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette petite description vous aura aidé. Et voilà, tu sais maintenant tout des ETF, félicitations. On aurait pu rentrer un petit peu plus en détail, surtout dans les analyses statistiques, notamment la volatilité, le max drawdown et le Sharpe ratio. Je pense pas que ces données statistiques, elles te disent vraiment quel ETF va surperformer dans le futur. Je pense que tu peux surtout les utiliser pour enlever les ETF les plus mauvais. C'est un petit peu plus avancé, je voulais pas l'inclure dans cette vidéo qui est suffisamment longue. Bien entendu, tu peux aller dans la description, n'oublie pas, pour trouver tous les trackers qui à mon sens sont les moins chers et les meilleurs du marché. Le but c'était juste de t'éviter des heures et des heures de recherche. Comme d'habitude, tu prends soin de toi, reste investi et surtout ne sois pas un... Tchuss!